Et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Ce devait être un sommet du G20 sur la gouvernance mondiale. C'est finalement un sommet de crise qui se déroule ce soir à Cannes pour désamorcer la bombe jetée au cœur de la zone euro par le Premier ministre Papandréou. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel tentent en ce moment de limiter les effets qu'ils jugent dévastateurs du référendum grec. Alors, y parviendront-ils? Nous serons en direct depuis Cannes avec Jean-Pierre Elkabbach dans un instant. Et puis, quels sont les scénarios possibles pour la Grèce et la zone euro? C'est le débat avec François Darcival de Valeurs Actuelles, Claude Veil du Nouvel Observateur, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, sans oublier bien sûr les réactions politiques à gauche du vice-président du Sénat Didier Guillaume et à droite du député européen Philippe Juvin. Indignation unanime après l'incendie qui a détruit le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo qui sort cette semaine un numéro intitulé Charia Hebdo. On en parle ce soir avec le réalisateur Daniel Lecomte à l'origine du film documentaire. C'est dur d'être aimé par des cons qui retrace l'affaire des caricatures de Mahomet. C'était en 2008. Et puis tollé européen ce soir contre les sanctions d'Israël qui a décidé l'accélération de la colonisation et le gel des fonds à la Palestine au lendemain de son adhésion à l'UNESCO. Ce soir, les États-Unis se disent très déçus de la décision d'Israël. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Tout est suspendu ce soir. Le versement de la prochaine tranche de prêt à la Grèce ne sera pas débloqué, préviennent les responsables européens. Tous attendent plus d'explications de la part de Georges Papandréou, qui a, et c'est le moins que l'on puisse dire, surpris par l'annonce d'un référendum sur l'accord de la zone euro. Ce soir à Cannes, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel jouent les artificiers pour tenter de désamorcer la bombe grecque. On voit tout cela avec Monir Soussi. Georges Papandréou convoqué par ses partenaires après son coup d'éclat. Hier, le Premier ministre grec a surpris tout le monde en annonçant la tenue d'un référendum pour entériner l'accord européen de sauvetage de son pays. Ce soir, le G20 débute par un mini-sommet de crise avec à la manœuvre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Nous avons mis un programme sur pied avec la Grèce la semaine dernière. Du côté des autres pays de l'Union et du côté de l'Allemagne, nous voulons réaliser ce programme et pour cela nous avons besoin de clarté. C'est à cela que doit servir la réunion de ce soir. L'annonce de ce référendum bouleverse le programme de ce G20 en remettant le cas grec sur le devant de la scène. Le discours envers Athènes est de plus en plus musclé. Sans l'accord de la Grèce au programme de l'Union européenne et du FMI, les conditions pour les Grecs seraient beaucoup plus douloureuses, en particulier pour les plus vulnérables. Les conséquences seraient imprévisibles. Un tabou est en train de tomber. Les dirigeants européens mettent la pression sur Georges Papandréou et le poussent à aller au bout de sa démarche en posant une question radicale à son peuple, pour ou contre une sortie de la zone euro. L'Eurogroupe veut être fixé au plus tôt et souhaite que ce référendum se tienne avant Noël. En attendant, le versement des prêts européens destinés à la Grèce sont suspendus. Et en direct depuis Cannes où tous les regards sont tournés ce soir, Jean-Pierre Elkabbach, bonsoir. Bonsoir. Alors la rencontre Merkel-Sarkozy-Papandréou a lieu en ce moment. Que donne-t-elle? D'abord c'est un dîner et il n'est pas terminé. Georges Papandréou aurait préféré sans doute se passer de ce dîner. D'après ce qu'on me dit, la confrontation en cours est franche, vive, sans fioriture. Papandréou doit expliquer pour quelles raisons internes il a décidé d'organiser un référendum, pour quelles raisons il n'a prévenu personne. Alors il dit des débordements de l'agitation sociale, la peur d'une dislocation de la Grèce. Mais ce soir, pour défendre son initiative, le Premier ministre grec ferait preuve, d'après encore ce qu'on me dit, d'une fermeté qui est jugée plutôt maladroite et défensive. Il ne convainc pas et il ne fait pas jusqu'ici une forte impression. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy le pressent de questions. Ils ne mettent pas en cause sa liberté de consulter le peuple grec, mais ils répondent qu'ils ont déjà perdu confiance à la parole de Papandréou, que les accords du 27 octobre ne seront pas renégociés. Ils l'ont dit aujourd'hui à plusieurs reprises, nous n'irons pas plus loin que le 27. Que la question posée lors du référendum, inévitable sauf accident, doit porter sur la Grèce, veut-elle rester ou non dans la zone euro? Que cette consultation doit avoir lieu avant le 20 décembre et que d'ici là, l'aide prévue de 8 milliards ne sera en effet pas payée, mais suspendue. C'est-à-dire que Georges Papandréou pourrait révéler son calendrier
peut-être cette nuit puisque ça continue, ou en tout cas dans les prochaines heures. Et Madame Merkel, Nicolas Sarkozy, mais aussi Christine Lagarde du FMI que je viens d'entendre, répètent qu'ils veulent mettre en œuvre le plan difficile du 27 octobre pour protéger la Grèce et la maintenir dans la zone euro. Ce sont des rencontres de crise qui se multiplient, qui sont difficiles, et je crois qu'il faut s'habituer à l'imprévisible et être d'une certaine façon assez réactif pour y faire face. Alors Jean-Pierre, ce G20 à Cannes avait pour thème la gouvernance mondiale. Est-ce qu'il est définitivement entravé finalement par la crise grecque et celle de la zone euro? Non, pas du tout, pas du tout. Et dès ce soir, certains en parlent, comme par exemple le B20, le Business 20, qui est organisé par les grands patrons, avec Christine Lagarde, Laurence Parisot, les patronats de différents pays, et qui prépare le G20 de demain. Mais à Cannes, c'est vrai que l'ombre de la crise grecque va planer jusqu'à la fin du sommet mondial. Mais les acteurs du G20 n'entendent pas laisser cette réunion, en effet, paralysée par la Grèce. Le Chinois Hu Jintao est déjà ici, il dîne pas loin de l'hôtel où je me trouve. Barack Obama s'entretiendra dès 8h30 avec le président de la République. Le G20, il faut rappeler que ce sont plusieurs sujets d'importance planétaire qui sont engagés depuis des G20 précédents, comme celui de Pittsburgh. En priorité, et ce sera des questions qui seront traitées dès demain. Trouver les ressources pour relancer de manière coordonnée la croissance et l'emploi. Réguler les marchés financiers et les marchés des matières premières agricoles. Lutter, et ça je l'ai entendu encore tout à l'heure, contre l'évasion fiscale et la corruption. Réformer la gouvernance de l'Europe et au-delà du monde. Et si c'est possible, réformer avec la Chine le système monétaire international. Et vous savez, avec la chancelière Merkel, Nicolas Sarkozy a promis, et il l'a dit encore ce matin au patron qu'il recevait à l'Élysée, comme il l'a dit à son arrivée ici, il a promis de se battre pour parvenir à cette question du système monétaire international et en même temps pour taxer les transactions financières dont les anglo-saxons ne veulent en aucun cas entendre parler. Voilà, l'objectif du G20, c'est de redonner de la confiance, c'est de redonner de l'espoir. La route est longue, mais elle est semée de tant de batailles, de tant d'imprévus. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach en direct depuis Cannes. Et nos invités vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Je les présente ce soir. L'éditorialiste de Valeurs Actuelles, François Darcival, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Le directeur délégué adjoint du Nouvel Observateur, Claude Veil, bonsoir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Alors messieurs, on l'a entendu, Georges Papandréou reste ferme sur ses positions. On va commencer à parler de lui, l'homme du jour, de la soirée. Malgré lui, Georges Papandréou, convoqué lors du sommet ce soir, les mots à son égard ont été très durs. Il a été qualifié d'irresponsable, de maître chanteur en Grèce. On l'a même qualifié, la presse le surnomme le roi du chaos. François Darcival, est-ce que c'est justifié? Écoutez, il y a aussi un autre mot que l'on emploie en Grèce, dans les journaux, un éditorial en tout cas de l'un de ces journaux, qui est celui de la roulette grecque. La roulette grecque, par différence avec la roulette russe, c'est que dans un barillet grec, on met 6 balles. Ça veut dire qu'on ne se sort pas de la situation. Et donc, Georges Papandréou a agi par effet de panique après cette journée du 28 octobre, lendemain du 27, où il a senti qu'il ne contrôlait plus rien, ni le président de la République, ni lui-même. Et donc, effectivement, il se trouve aujourd'hui dans une situation intermédiaire, avant un vote de confiance qui doit intervenir devant le Parlement grec ce vendredi, dont nous ne savons pas s'il sortira vainqueur ou pas. S'il était battu, il est évident que tout le jeu serait à nouveau rebattu. C'est quand même un homme politique, donc peut-être qu'il peut être aussi considéré comme responsable. Claude Veil, est-ce que selon vous, il y a des sondages sous le coude qui lui font savoir que le référendum peut être positif, que la majorité... Qui donne à penser que la politique d'austérité pourrait être populaire en Grèce. Je crois qu'il n'a pas besoin de sondage pour ça. Je crois qu'il a bien compris. Qui n'est pas dans la rue. Non, je crois qu'il a bien compris que les Grecs étaient exaspérés et que c'est la raison pour laquelle il fait ce sondage. Alors, difficile de sonder les arrière-pensées. En plus, j'avoue, à la différence peut-être de mes confrères, que je ne suis pas exactement un expert des choses de politique intérieure grecque. Mais... il est clair que le risque est maximum, qu'il l'assume, et peut-être que son pari, au fond, c'est de... Donnons-lui le beau rôle, c'est de placer le peuple grec devant ses responsabilités. C'est-à-dire de dire aux gens, écoutez, voilà, vous ne voulez pas de la politique qui vous est imposée par le règlement du 27 octobre, vous ne voulez pas de la politique d'austérité dans laquelle vous êtes engagé depuis des mois déjà et qui va durer et durer et durer et imposer toujours de nouveaux sacrifices à la population. Sachez
que vous ne pouvez pas avoir l'euro sans les sacrifices. C'est un package, c'est l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas simplement avoir les conforts, la protection, la bulle de l'euro sans avoir les exigences financières qui vont avec, parce que sinon nous serons obligés de sortir. Donc faites votre choix en toute connaissance de cause. Ça, je dirais que c'est le discours qu'il peut et qu'il devrait tenir. Est-ce que le peuple grec est susceptible de l'entendre? Moi je suis comme vous. Quand j'ai entendu que Papandréou faisait un référendum, ma première réaction a été de penser, le non on l'a déjà. Évidemment quand on voit le niveau d'exaspération qui n'a cessé de monter dans la rue grecque, c'est une campagne qui, pour les partisans du oui, va être extraordinairement difficile. Mais peut-être qu'il n'y a que 5 balles dans le barillet sur 6. Peut-être qu'il n'y a que 5 balles, je ne sais pas. Puisque vous parlez de ce niveau d'exaspération, Jean-Louis, est-ce que c'est aussi un pays sous tension, sous pression, la Grèce? Est-ce que ça peut être bien une idée de soulever le couvercle pour que la pression un petit peu diminue? Moi, j'ai l'impression que c'est un pays qui est complètement déboussolé. Parce que vous dites le non risque de l'emporter. Moi, je ne suis pas sûr. Il y a en France d'ailleurs une méfiance telle viscérale sur l'Europe qu'on croit qu'à chaque fois, maintenant qu'il va y avoir un référendum, les gens votent non. C'est pas. Je crois que. C'est souvent le cas. Le fait, oui, c'est souvent le cas, mais le fait que Papandréou soit si impopulaire, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Enfin, c'est pas le fond de l'affaire, mais c'est un aspect de l'affaire. Il est là depuis moins de 2 ans. Hein. Oui, et d'une impopularité totale. Et que ce soit lui qui propose le référendum, c'est possible que ce soit non, c'est possible. Et puis on ne sait pas quelle est la question. Est-ce que la question, il paraît que Merkel et Sarkozy ont dit, il faut que la question ce soit, est-ce que oui ou non vous voulez rester dans l'Europe? C'est la question de confiance. En fait, ce qu'ils veulent, c'est obliger Papandréou à poser vraiment au peuple la question de confiance. Voilà. Vous voulez l'euro, vous en voulez pas. Ce soir, mais c'est pas sûr qu'ils veuillent poser ça. Précise que la question, ce sera sur l'accord de la zone euro. Si c'est sur l'accord, le non, vous l'avez déjà, comme je disais. Si c'est sur l'accord, ça veut dire tellement on peut être intellectuellement acquis à l'idée que la Grèce a vécu au-dessus de ses moyens, qu'elle a triché sur ses comptes, qu'elle ne peut plus financer faire ses fins de mois, qu'elle est au bord de la faillite. Mais de là à accepter pour soi-même ce que ça implique, il y a toujours une marge énorme. On ne peut pas demander aux électeurs de se sacrifier en chantant. Si l'on se place, parce qu'il y a 2 hypothèses. Si Papandréou a choisi d'aller au référendum, c'est parce qu'il estime en effet que pour lui, pas forcément pour les Grecs, mais pour lui, il n'y a peut-être que 5 balles dans le canon, ou enfin dans le barillet. Et donc il en a une peut-être pour se sauver, grâce au référendum, qui en effet le légitimerait. Je signale que depuis 2 ans que durent les négociations entre la Grèce et l'Europe, il ne l'a jamais proposé. Jamais. Un mot sur la forme, c'est important parce que ce soir, les responsables européens et français le répètent. C'est le cas de Valérie Pécresse. Il n'a pas prévenu ses partenaires européens de son initiative. Mais bien sûr, il n'a même pas prévenu le numéro 2 du gouvernement, son ministre des Finances. Oui, c'est de la fourberie. Il avait laissé entendre au cours du sommet, il a dit non, c'est parole contre parole, bien entendu. On serait plutôt tendance à croire que, comme il a l'air un peu roublard, on serait plutôt tendance à croire que ce que dit le contraire. Mais j'ai dit lors du sommet que ce serait une probabilité que je pourrais faire. Mais je voudrais revenir sur la France. Les Français, par exemple, sont contre la rigueur, l'austérité. Mais en même temps, ils se demandent si on peut pas. Est-ce qu'on peut vraiment faire autrement? J'ai l'impression que les Grecs doivent être avoir un peu ça dans la tête. La barre est un peu plus haute. Alors évidemment, la barre est évidemment un peu plus haute, mais la situation est aussi un peu plus grave chez eux. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose de malsain dans cette affaire de notre part. On transforme les Grecs, si je puis m'exprimer ainsi, les Grecs en tête de Turcs. C'est-à-dire que c'est l'idée, quelque part, qu'ils seraient responsables de la situation. Non, c'est pas la faute des Grecs si l'Espagne est dans cet état. C'est pas la faute des Grecs si l'Italie est dans cet état. On parle de contagion, mais il n'y aurait pas de contagion si tout le monde était vacciné. Collective. Il y a un problème global qui est posé avec la gravité particulière chez les Grecs. Ce que dit Jean-Louis est absolument vrai. Il faut imaginer que c'est une cordée. Lorsque le dernier de cordée dévisse, si vous avez fait de la montagne, si les autres sont bien pitonnés, il n'y a aucun problème. Ils tiennent la corde et ils le ramènent. Mais si ceux qui sont devant dans la cordée sont eux-mêmes mal accrochés et que les mousquetons lâchent les uns après les autres, c'est toute la cordée qui peut être emportée. C'est là où nous en sommes. C'est que les autres sur la cordée, ils sont très très fragiles, y compris la France qui est 2e de cordée, mais avec, excusez du peu, 800 milliards de dettes publiques. Donc, oui, mais bon... Tout de même, le début, en effet, c'est le plus fragile, le plus dangereux, etc. Ce sont les Grecs. La question est, s'ils disaient non, que se passerait-il? Alors, quels sont les scénarios possibles? C'est ça. Oui. Parce qu'en effet, s'ils disaient non, non au plan de redressement. D'une manière générale. Qu'ils disent non au plan de redressement. Nous traduirons ça
comme un non à l'euro. Et donc, on mettra en place je ne sais quelle procédure, mais une procédure pour les faire sortir de l'euro. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, François, est-ce qu'on peut dire que ce soir, c'est le début de la fin d'un sentiment de destin commun, d'une communauté d'avenir qui s'est volatilisée? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Personne ne sait de ce qui peut sortir de cette crise. Il n'est même pas exclu qu'il en sorte un renforcement du sentiment européen au bout du compte. C'est toujours sur l'obstacle, c'est toujours au bord de la catastrophe. Tous les progrès de l'Europe, les grands progrès de l'Europe ont toujours été enregistrés au moment les plus tragiques, au moment où on pensait que tout était foutu. La difficulté aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui raisonnent en termes européens ont un schéma en tête, qui est, au fond, on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, il faut aller jusqu'au bout de la logique de l'euro et mettre en place une gouvernance et un contrôle budgétaire commun. Le problème, c'est que ça signifie, gouvernance c'est sympathique, mais il faut mettre des réalités sur les mots. Pas se payer de mots. Ne pas se payer de mots, ça veut dire que c'est mettre une limitation énorme à la souveraineté nationale des États membres. Est-ce que les peuples européens sont prêts à réduire, à faire un abandon de souveraineté? Est-ce que les Français y sont prêts? C'est la seule vraie question dans cette crise. Le problème, à l'envers, c'est que ces mêmes peuples ont été prêts et se sont laissés aller dans les institutions européennes telles qu'elles sont, se sont laissés aller au surendettement. Bien sûr. La crise est une crise du surendettement. Est-ce que vous dites que la Grèce est entrée par effraction dans la monnaie unique? Non, parce qu'on l'a laissé faire. Et c'est vrai que les institutions européennes, la Commission européenne qui a été totalement aveugle, on peut soupçonner qu'elle ne l'ait... qu'elle ait été lâche dans cette affaire, a laissé la Grèce se surendetter comme elle l'a fait. L'euro, pour dire les choses simplement, l'euro, c'est-à-dire la surpuissance commerciale allemande, a créé une espèce de bulle de coton dans lequel chacun des peuples a développé ses propres péchés capitaux. Alors Jean-Louis... Pour la Grèce, la fraude. Pour l'Espagne, la bulle immobilière, la spéculation effrénée des ménages espagnols qui sont endettés sur 100 ans pour acheter des appartements qui sont aujourd'hui invendables. Et la France, c'est déficit public. Parce qu'on parle de la situation grecque, mais il va y avoir évidemment des répercussions sur la zone euro. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, quelles peuvent être les conséquences d'un non grec si ce référendum a lieu? Alors, ça dépend, parce que si le non grec se traduit, comme vient de le dire François Orcival, par une espèce d'organisation de sortie de l'euro pacifique, en quelque sorte, je ne vois pas les conséquences majeures qui pourraient y avoir. Mais je pense que les Grecs ne sortiront pas de l'euro. L'alternative, du moins, ce qui risque, l'hypothèse la plus probable, c'est plutôt le défaut de paiement. C'est-à-dire que les Grecs arrêtent de payer et refusent désormais de payer. C'est ça l'hypothèse la plus probable. C'est pas 50%, c'est 100%. Et ça, je pense que la grande erreur de l'Europe, parce que le problème de fond de l'affaire, c'est son absence de réactivité. Pensez donc, il y a 5 ans, nous avons voté la nouvelle traité constitutionnel, 5 ans seulement. Et on s'aperçoit maintenant qu'il n'est pas du... voté contre. Oui, non, enfin les Français... Oui, mais les Français ont voté contre. La France, en tout cas, a voté contre. Non, ce que je veux dire par là, depuis le début, on aurait dû savoir que les Grecs étaient insolvables. Et ça fait depuis le début. Non, mais le problème, c'est une fois... Le problème, là, oui, mais ce que je veux dire, la gravité n'est pas le cancer. La gravité, c'est l'erreur de diagnostic. C'est ça, la véritable gravité. Il y a une erreur de diagnostic au départ. Il y a plus que ça, il y a un vice constitutif du système de l'euro dont on a oublié, on a mis un moteur, on a oublié de mettre un volant dessus quand même. C'est-à-dire un système de gouvernance. Mais pour ce qui concerne le cas particulier des Grecs, il y a eu toutes les fraudes qu'on dit, mais il y a une situation aujourd'hui qui fait que je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous, je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse exclure la sortie de la Grèce de l'euro. Un pays qui fait faillite, ça existe. C'est l'Argentine. L'Argentine était accrochée au dollar, elle s'est décrochée du dollar, elle a laissé filer sa monnaie, le peso, la classe moyenne a été massacrée, fracassée. Moi j'étais en Argentine à cette époque, j'ai vu des dames de la haute société de Buenos Aires vendre leur manteau de fourrure dans la rue pour nourrir leurs enfants. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'Argentine redémarre, qu'elle a des taux de croissance que nous pourrions envier et qu'il y a une dynamique qui a été créée grâce à la dévaluation massive. Il y a des gens qui font ce raisonnement-là. C'est un peu un saut sans parachute, c'est un peu un saut aléatique. Mais il y a des gens qui font ce raisonnement. Il n'y a rien. En Argentine, il y a de la pampa, il y a de la terre, il y a du bétail, il y a même du pétrole. Il y a une alternative économique, il y a des ressources considérables. En Grèce, il n'y a rien.
C'est-à-dire que les Argentins ont fait défaut d'abord sur 80 milliards de dollars, alors qu'ils pourraient faire défaut sur 350 milliards d'euros. Donc on est sur des comparaisons un peu différentes, des choses qui ne sont pas comparables. Et surtout, sur une économie qui a une alternative. Alors que, même si la Grèce fait défaut, plus personne n'y mettra un sou, alors qu'en Argentine, il y avait toujours quelque chose. François Bassel, et puis après, je pose ma dernière question, s'il vous plaît. Oui. La question, désormais, pour les 2 jours qui viennent, c'est quel va être le désordre que l'affaire grecque va faire peser sur le sommet de Cannes. Car le sommet de Cannes, c'est la gouvernance mondiale. Ce que nous avait dit Jean-Pierre Alcabas. Absolument, et il avait bien raison de le dire. Il avait bien raison de le dire. Et donc, quelles vont être les conséquences de l'instabilité créée maintenant pour 2 mois, peut-être 3, de nouveau par le cas grec, sur la gouvernance mondiale? Une dernière question, c'est un tour de table pour terminer. C'est une question qui n'a pas été beaucoup évoquée. À l'ombre de cette crise politique en Grèce, il y a eu quand même un limogeage de l'état-major grec par Papandréou, pas n'importe qui, 4 grands généraux. Quel signe faut-il y voir? Parce que si on était dans d'autres types de pays, on dirait « Ouh là là, c'est un coup d'État qui se prépare ». Non, mais certainement, vous pouvez considérer que la police comme l'armée doivent être fatiguées, usées, démoralisées d'avoir à affronter dans la rue tous les jours des manifestants contre une situation qu'ils vivent eux-mêmes. Claude Veil, je sais pas, je crois que Karamanlis avait fait la même chose la dernière fois, juste avant de perdre des élections. Vous voulez dire que c'est récurrent en Grèce? Oui, je crois que c'est assez courant, oui. Depuis les colonels qui avaient pris le pouvoir, eux. Je ne sais pas plus, parce que l'homme a l'air tellement retors, Papandréou, qu'on se demande si quelque part, il n'a pas lié les 2 choses un peu. Mais enfin, merci je ne sais pas. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse. Alors que le dîner, la rencontre plutôt Merkel-Sarkozy-Papandréou se déroule encore en ce moment même. Je vous précise notre question avec notre partenaire lefigaro.fr. Elle concerne ce sujet ce soir. Le référendum grec est-il légitime? Eh bien, on voit vos réponses oui pour 61% des votants, non pour 35% des votants. Oui, quand même une majorité pour demander l'avis du peuple. Et dans une démocratie, ça n'est pas absurde de demander l'avis des peuples. On n'a pas posé la question de savoir si on voulait garder oui ou non les Grecs dans l'euro. Et puis quelle était la question surtout? Merci. La suite du 22h. Bien voté. Dans un instant, c'est le débat politique autour de ce sommet à Cannes transformé en sommet de crise sur la Grèce et la zone euro. Mais d'abord, le reste de l'actualité au Sénat avec une réforme sensible qui a laissé, vous le savez, des traces, celle des collectivités territoriales votées par la droite. C'était en 2010. Elle serait à l'origine de la déroute du parti majoritaire au Sénat et depuis le basculement à gauche de la Haute Assemblée, le PS en fait sa priorité. Première étape aujourd'hui, la question de l'intercommunalité. On vous explique tout avec Jérôme Rabier. Plus de temps pour construire les intercommunalités, c'est le souhait de la gauche. Alors que ces regroupements doivent être effectifs à la fin de l'année, la nouvelle majorité souhaite reporter son application à mars 2013. Mais il s'agit surtout de retirer au préfet la possibilité d'imposer un regroupement de communes, là où les discussions sont bloquées entre les élus. C'est surtout de redonner le pouvoir aux élus, parce que la décentralisation, ça consiste à faire confiance aux élus locaux. L'État a un rôle à jouer, mais il faut au maximum soutenir, défendre, préserver, magnifier les libertés locales. À droite, on rappelle que François Fillon a annoncé que des délais seront accordés, là où il n'y a pas encore d'accord des élus. Le débat d'aujourd'hui n'a donc pas lieu d'être. Et les préfets ont des instructions dans ce sens-là, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas nécessité de voter une nouvelle loi pour cela. Mais plus que le texte, c'est l'attitude de la nouvelle majorité qui agace sur les bancs de l'UMP. Bien sûr, c'est le préliminaire. Toutes les lois qui ont été votées sont mauvaises forcément, puisque c'est nous qui les avons votées, et donc on va les remettre en cause. Je pense que c'est un petit peu puéril. La nouvelle proposition de loi sur l'intercommunalité pourrait être adoptée demain au Sénat, mais le vrai sujet qui fâche, celui sur la création du conseiller territorial, ne sera lui étudié que mi-novembre. Les invités politiques du 22h ce soir, Didier Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vice-président socialiste du Sénat. Avec nous également Philippe Juvin, bonsoir, député européen, secrétaire national de l'UMP. Bien sûr, on va parler dans un instant de ce qui se joue ce soir à Cannes, mais d'abord, sur la réforme territoriale au Sénat, Didier Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui c'est la première étape du détricotage du texte? Non, c'est la première étape d'une alternative politique. Cette loi a été mal présentée, mal préparée. Elle a été votée d'une voix seulement au Sénat. Et aujourd'hui, la nouvelle majorité veut signifier à tous les élus locaux qui ont été déçus de la partie intercommunale qu'il y a une alternative et qu'il faut redonner le pouvoir aux élus dans les commissions départementales plutôt que d'accepter directement ce que les préfets peuvent leur imposer. L'intercommunalité, ça doit être consenti, librement consenti, ça ne peut pas être imposé.
Philippe Juvin, le Sénat de gauche mène quand même la vie dure au gouvernement, c'était prévisible. La vie dure, c'est la démocratie. Les électeurs ont décidé que le Sénat passait à gauche, c'est un fait. Maintenant, sur la question de la loi territoriale, quel était notre objectif? Je le rappelle, notre objectif était de simplifier un système extrêmement complexe avec des strates administratives qui n'en finissaient plus, que l'on crée en permanence. Les communes, les pays, les intercommunalités, les conseils généraux, les conseils régionaux. Bref, on ne s'en sortait plus. Il fallait mettre un petit peu de simplification dans tout cela. C'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, autre sujet dans l'actualité ce soir, enfin, on verra. Didier Guillaume, autre sujet dans l'actualité, il y a aussi la direction du PS qui demande la démission de la présidence du Conseil général des Bouches-du-Rhône de Jean-Noël Guérini, qui est aussi sénateur. Ce soir, il refuse. Qu'en pensez-vous? Ben voilà, nous sommes dans la même situation qu'il y a quelques jours. Moi, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Le Parti socialiste prend ses responsabilités. Jean-Noël Guérini prend ses responsabilités. Il y a une information judiciaire en cours. Il y aura peut-être un procès. Et nous verrons bien à l'issue de cela. Vous vous joignez ce soir à la direction du PS qui demande sa démission? Moi, je suis solidaire du Parti socialiste, évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets plutôt que de se focaliser toujours sur celui-ci. Alors, justement, les autres sujets. Direction Cannes, ce soir, où se joue l'avenir de la Grèce dans la zone euro et l'avenir aussi de la zone euro à terme. Philippe Jubin, comment jugez-vous, maintenant avec le recul de quelques jours, l'attitude de Papandréou et sa décision? Elle a surpris tout le monde, cette attitude. Il n'avait prévenu personne. C'est une attitude totalement déloyale. Est-ce que vous êtes toujours aussi sévère à l'UMP? On a parlé d'irresponsabilité. Oui, en fait, c'est une déloyauté. La construction européenne, c'est une construction qui est subtile et qui nécessite que les partenaires, les différents pays, les 27 États, aient confiance. Voilà. Il y a des décisions qui sont prises ensemble et il avait été pris une décision que le Premier ministre socialiste grec ne veut plus tenir. Moi, je crois que si la Grèce veut bénéficier de la protection de l'euro, il faut que la Grèce en accepte le prix, c'est-à-dire les efforts. Et qu'on ne vienne pas me dire les pauvres Grecs ont déjà la vie difficile, etc. Parce qu'en réalité, c'est l'Europe entière. Vous êtes d'accord? Mais non, mais la réalité, elle est différente. C'est que l'Europe entière, les peuples entiers vivent cette crise et difficilement, parce que la crise est difficile, y compris pour nous les Français. Mais nous avons décidé de faire, nous, Français, mais aussi les Allemands et d'autres pays, de faire des efforts pour sauver les Grecs. Et les Grecs nous disent, on est d'accord pour prendre l'argent, mais on ne veut pas faire d'efforts. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Le mot est assez fort, déloyal. C'est comme ça que vous qualifieriez Georges Papandréou? Non, moi je pense qu'il faut arrêter quand même de traiter Papandréou de déloyal, de malhonnête, et de tirer sur les Grecs. La situation issue de la décision de Papandréou de faire un référendum a surpris tout le monde, y compris les socialistes. Y compris son ministre. Y compris tout le monde. Mais nous ne pensions pas à cela. Mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est que cette situation, Papandréou en a hérité. Et que je pense que, attention aux leçons que l'on donne toujours. C'est bien de vouloir jouer les pompiers entre Mme Merkel et M. Sarkozy, mais avant de jouer les pompiers, il faut aussi débroussailler le terrain. Et le terrain, il n'a pas été débroussaillé. La préparation n'a pas été faite. Donc je trouve que c'est un peu facile d'attaquer toujours les Grecs. Justement, est-ce que vous avez du mal à critiquer Georges Papandréou, socialiste et président de l'Internationale socialiste? Non, je n'ai aucun mal à critiquer. Pas du tout. Je pense que les Grecs, ça vient d'être dit, doivent faire des efforts. S'ils veulent rester dans notre système européen, alors il faut mieux gérer les fonctionnaires, il faut rembourser sa dette, il faut faire des efforts. C'est fini les pays où on peut dépenser sans compter. C'est un peu ce qui se passe en France. Simplement, je suis d'accord là-dessus. Ils doivent respecter leurs engagements. Oui, je dis simplement, l'Europe, on ne doit pas vivre en boursocratie, mais dans une démocratie économique et sociale. Et aujourd'hui, on est un peu trop rythmé par la bourse, par les banques. Oui, mais si c'est ça la question n'est pas là. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire fi des marchés? Elle va les ignorer? Pas du tout. Il faut simplement dire que c'est le politique qui doit déterminer la ligne, les orientations. Et nous l'avons très bien dit. Oui, les socialistes, si nous arrivons, comme je le souhaite, en 2012 aux responsabilités, nous dirons comme aujourd'hui, vraisemblablement, la Grèce ne remboursera pas cette dette. Vraisemblablement, elle ne la remboursera pas. Mais ce qu'il faut, c'est donner les moyens de la suite. Quand on critique la gouvernance européenne, on critique Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il est affaibli par cette volte-face grecque? Non mais attendez, soyons clairs. Actuellement, il y a des engagements qui ont été pris par un pays. Ce pays ne respecte pas ses engagements. Donc il faut condamner cette attitude. Il faut condamner cette attitude. Et comment on le condamne? On lui tape sur les doigts? Tout le monde sait que Papandréou a pris cette décision pour des raisons de politique interne. Petite cuisine politique interne pour sauver sa majorité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors maintenant on nous dit, oui mais vous comprenez, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, c'est la gouvernance économique européenne. En fait, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Parce qu'il faut de la gouvernance économique européenne, et je vais y revenir, mais il faut aussi
que chacun des pays prenne sa part de ces efforts. Et aujourd'hui, les Grecs décident de ne pas le faire. En réalité, pas les Grecs, le Premier ministre socialiste Papandréou. Sur la gouvernance économique, moi je vous entends et je bois vos paroles quand vous dites qu'il faut de la gouvernance économique européenne. Mais est-ce que vous savez que vos collègues socialistes au Parlement européen, il y a un mois, ont justement été parmi les seuls à voter contre les premières lois, les premières directives européennes contre la gouvernance économique. Donc ici, à Paris, les socialistes nous disent qu'il faut de la gouvernance économique européenne, et à Strasbourg, ils votent contre. Alors moi, je voudrais savoir où est la réalité des choses. À Paris, à Cannes... Vous êtes au courant que les socialistes français ont voté contre la gouvernance économique européenne? À Cannes, on dit qu'il faut plus d'efforts pour toute l'Europe. Et à Paris, on crée 35 milliards de niches fiscales supplémentaires en 5 ans. Donc attention aussi aux leçons. Non, c'est exactement pareil. Et alors pourquoi les socialistes ont-ils voté contre la gouvernance économique européenne? Expliquer aux pays européens qu'il faut faire des efforts quand soi-même on n'en fait pas et comme il n'y a jamais eu autant de niches fiscales. Nous faisons des efforts. Les Français font des efforts aujourd'hui. Les Français, mais pas le gouvernement. Et c'est toujours les mêmes. Mais c'est toujours les mêmes. Par rapport au niveau européen, ce que disent les socialistes européens, c'est très clair. C'est que oui, non, il n'y a pas de double langage. Pas ces mots, pas cette agressivité, cette crise comme celle-là, il n'y a pas de double langage. Ce que nous disons simplement, c'est que ce n'est pas la gouvernance que veulent nous imposer Angela Merkel et Nicolas Sarkozy que nous voulons. Nous voulons une gouvernance qui s'appuie sur les peuples, qui s'appuie sur les orientations politiques. Ce sont des mots. Peut-être, mais vous aussi, ce sont des mots. Non, mais d'accord, mais les mots, il faut les faire trancher par les peuples. Et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la France n'est pas très bien placée pour donner des leçons, car elle-même, elle ne s'applique pas ces leçons elle-même. Est-ce que je peux vous mettre d'accord ce soir? On peut se mettre d'accord sur plein de choses, pas du tout. Des populations sont engagées comme ce soir, droite et gauche peuvent peut-être s'entendre. Vous êtes d'accord pour dire que ce soir, il faut que l'accord européen quand même existe et qu'il soit mis en place? Oui, mais pour cela, il faut que le Premier ministre grec donne un accord, et cet accord, pourquoi l'accord qu'il donnerait ce soir serait plus valable que celui qu'il a donné une semaine? Le problème de fond du Premier ministre socialiste, c'est la confiance. Il a cassé la confiance qui est indispensable au fonctionnement au bon fonctionnement européen. Il a pris une décision qui nous a tous surpris. Simplement, il faut aussi que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel redonnent confiance au peuple. On ne gouverne pas contre le peuple, contre les citoyens. Mais quand le et pour l'instant, les citoyens le peuple ne l'ont pas. Non, je parle des citoyens. Mais ça, c'est une réalité. Les citoyens, c'est le Parlement. C'est important. Non. Merci beaucoup, messieurs. Les représentants et ce soir, des citoyens. on l'espère, en tous les cas, que l'accord, qu'on trouve un accord entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Georges Papandréou, qui sont encore en réunion. Ce soir, il y a sûrement beaucoup de choses à se dire. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Dans un instant, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en images. Mais d'abord, retour ce soir, messieurs, vous l'avez suivi, sur l'actualité littéraire avec l'attribution du prix Goncourt 2011 à Alexis Génie. Excellent. Premier roman intitulé L'art français de la guerre aux éditions Gallimard. L'auteur, vous allez le voir, est l'invité de l'émission Bibliothèque Médicis qui sera diffusée, ne la ratez pas, ce vendredi à 22 h sur Public Sénat avec d'autres intervenants, dont l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin. On regarde un extrait ensemble. Vous êtes dans quel état ? Étonné et heureux d'arriver là pour un premier roman. Étonné parce qu'il y a quelques mois, vous ne pensiez pas être là? Il y a 6 mois, j'étais parfaitement inconnu. Et donc, j'aurais jamais imaginé que mon premier roman ait cet écho-là, un écho critique, écho public. J'en suis extrêmement heureux, mais voilà, j'aurais pas parié sur moi. D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas du tout lu ce roman, qui est une œuvre littéraire puissante. Et je l'ai vu vraiment comme quelque chose d'extraordinairement puissant. Et en particulier... Soyez pas trop flatteur. Ça me fait du bien, laissez-le dire, ça me fait du bien. Avant la suite du 22h, Philippe Jubin, vous avez lu L'art français de la guerre, vous le conseillez? Écoutez, c'est un livre miraculeux. C'est-à-dire, oui, il est d'abord très très bien écrit et il aborde les choses sous des allures qui ne sont pas la manière d'aborder habituellement ce genre de débat. Non, lisez-le. Un livre à lire, Alexis Génie, on vous le conseille aussi. Didier Guillaume, merci d'avoir... Je l'ai lu la presse. Merci d'avoir été notre invité tout de suite. C'est le tour de l'info en images. Il est concocté par Cécile Sixou.
Des hypothèses économiques trop optimistes pour le budget de la sécurité sociale, c'est ce que critique la Commission des affaires sociales du Sénat. Elle étudiait cet après-midi le texte et dénonce un projet indigent, irresponsable et irréaliste. Adopté cet après-midi à l'Assemblée, les débats risquent d'être houleux au Sénat. Même si nous arrivons à apporter, je vous dis, quelques amendements qui seront votés pendant la séance publique, avec mon groupe, je ne pense pas que nous le voterons et je pense que la majorité sénatoriale s'abstiendra sur ce texte. Réponse le 7 novembre dans l'hémicycle. Le calendrier se précise pour les banques. Ce matin, François Fillon leur a donné sa feuille de route. Suite à l'accord européen du 27 octobre dernier pour sauver la Grèce, elles doivent renforcer leurs fonds propres. Nous avons fixé ensemble un premier calendrier. Chaque banque présentera avant le 15 décembre à l'autorité de contrôle prudentiel un plan détaillé de la façon dont elle compte atteindre cet objectif. Pour les banques, un objectif, atteindre un ratio de fonds propres de 9% avant le 30 juin 2012. Le Premier ministre leur a aussi demandé de réduire le montant des bonus et de continuer à distribuer des crédits. 3 millions d'euros et un fonds de secours pour les éleveurs, c'est l'aide qu'apportera l'État à l'île de la Réunion pour remettre en état le parc national touché par les incendies. Des mesures d'urgence annoncées par Marie-Luce Panchard en visite sur l'île cet après-midi. Je ne voudrais pas que les Réunionnais pensent que des considérations financières ont pu dicter les stratégies ou les décisions qui ont été prises. La ministre de l'Outre-mer a également voulu mettre fin aux polémiques sur les choix du gouvernement pour gérer l'incendie. Des voix s'élèvent de toutes parts contre Israël. Suite à l'admission de la Palestine à l'UNESCO, Tel Aviv a décidé d'accélérer la colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie. Très déçu par cette décision, son principal allié, les États-Unis, ne suit pas. La France a également condamné cette colonisation illégale au regard du droit international. Mais les critiques laissent le Premier ministre israélien inflexible. Selon Benjamin Netanyahou, Israël construira où bon lui semble à Jérusalem. C'est un raz-de-marée d'indignation après l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. Le journal satirique, rebaptisé cette semaine Charia Hebdo, a reçu des soutiens de toutes parts pour défendre la liberté d'expression. On en parle dans un instant avec le réalisateur Daniel Lecomte, mais d'abord le rappel des faits avec Mounir Soussi. Attentat, intimidation. Ce matin, l'émotion est forte au siège de Charlie Hebdo. Dans la nuit, les locaux sont partis en fumée dans un incendie criminel. Les attaques contre la liberté d'expression aujourd'hui viennent essentiellement et surtout de religieux intégristes, que ce soit des catholiques comme au théâtre du Châtelet ou des islamistes. Donc c'est la religion qui menace la liberté d'expression aujourd'hui. En une du journal rebaptisé Charia Hebdo cette semaine, un dessin du prophète Mahomet. L'hebdomadaire satirique réagit aux changements politiques en Libye et en Tunisie à sa manière. Les musulmans qui vivent en France, c'est pas les trois cons qui ont foutu le feu à Charlie Hebdo. Et malheureusement, des gens vont se servir de cet événement pour l'instrumentaliser et dire que c'est le résultat de l'ensemble des musulmans ou c'est voilà le résultat de l'islam. Pour l'instant, aucun élément ne permet d'établir l'identité des auteurs. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Et c'est en cela que je crois tous les Français apportent leur soutien aujourd'hui à Charlie Hebdo. Tous les représentants religieux de l'islam de France dénoncent cet acte qui rouvre le débat sur la liberté d'expression. Ce soir, la priorité pour Charlie Hebdo est de pouvoir sortir le numéro de la semaine prochaine. En signe de solidarité, Libération a accueilli la rédaction du journal dans ses murs. Les lecteurs aussi marquent leur soutien. La rupture de stock guette les kiosques. Un nouveau tirage est en cours pour compléter les 75 000 exemplaires mis en vente ce matin. Et notre invité, le réalisateur Daniel Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je rappelle aux téléspectateurs qu'en 2008, vous étiez revenu avec un film documentaire sur le procès de Charlie Hebdo à propos des caricatures de Mahomet. Est-ce que l'attentat d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a été qualifié, est-ce qu'il vous surprend par sa violence? Oui, là, j'ai vu les images. J'ai essayé d'y aller aujourd'hui. J'ai pas pu m'y rendre malheureusement pour leur témoigner de ma solidarité, mais je leur ai téléphoné. Mais effectivement, en voyant les images, je trouve que c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'ils sont passés à l'acte contre Charlie Hebdo, contre un organe de presse. Ils avaient choisi en 2008, quand j'avais fait ce film, enfin,
ils avaient choisi de ne pas le faire. Et il y avait eu, à ce moment-là, si vous voulez, quelque chose de fort, puisqu'il y avait eu un procès, et que les associations musulmanes de France avaient choisi cette voie-là pour montrer leur désaccord. Et je trouve que de ce point de vue-là, cette affaire-là est une régression. C'est-à-dire, ça dit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui en France, qui vivent en France, qui ne veulent pas passer par les lois de la République, voilà, par les institutions de la République qui s'attaquent directement à la presse et de manière physique. Donc je pense, effectivement, vous avez dit, il y a un raz-de-marée aujourd'hui de réaction. Je pense que ce raz-de-marée est justifié. Il y a quelque chose là qui est symboliquement fort, qui vient d'être fait aujourd'hui contre Charlie. Daniel Lecomte, on se souvient, c'était il y a les dernières semaines, hein, il y a eu des manifestations contre une pièce de théâtre jugée par certains comme anti-chrétienne. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, encore plus difficile de parler de religion dans la presse, dans vos films, dans les documentaires? Écoutez, pour ce qui concerne mon film, ça n'a pas été difficile. Je l'ai fait, tout le monde a joué le jeu, enfin, il n'y a pas eu de problème. Mais aujourd'hui, en 2011, est-ce qu'à votre avis... Je ne sais pas. Ce que je sais, que c'est ce qui n'est pas de la religion, mais qui, par certains, a été amalgamé avec de la religion. Nous avons voulu nous parler d'un certain état des banlieues, on a eu des menaces physiques aussi. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui ont oublié les fondamentaux de la République. C'est-à-dire que là où on doit régler les problèmes par le droit, par la loi, un certain nombre de gens qui n'ont peut-être pas cette culture démocratique pensent qu'on peut les régler par la violence. C'est le fanatisme religieux qui s'invite. Je pense qu'il y a du fanatisme religieux, bien sûr, en l'espèce pour Charlie Hebdo, mais je pense que ce n'est pas que religieux, ça touche aussi d'autres catégories de population. Est-ce que, selon vous, il y a un risque d'autocensure quand on voit ce qui se passe? C'est quand même assez grave. Est-ce que vous craignez que les journalistes, les réalisateurs s'autocensurent quelque part pour ne pas toucher à ce domaine sacré? Je crains pas. Explosif. Je crains pas. C'est déjà arrivé. Ça arrive constamment. Constamment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Aujourd'hui, le nombre de journalistes, si vous voulez, qui se censurent sur ces sujets-là est considérable. Moi, je suis de formation historien. Je constate, si vous voulez, que par rapport à la bataille qui a été une bataille décisive pour la République française, qui a été la bataille de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, donc on est un siècle après, c'est impensable. On fait une régrégation impensable. Il y avait un consensus autour de la critique des religions. J'allais dire, c'était un sport national chez nous. Les religions en ont fait les frais, c'est vrai, mais au moins, si vous voulez, ça a permis chez nous d'avoir une laïcité prospère, avec des gens qui pouvaient accepter que leurs croyances soient critiquées. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est du domaine du croire n'est plus acceptable pour un certain nombre de gens. Je trouve que c'est une régression absolue du point de vue de la vie démocratique, et je crois qu'il faut essayer, si vous voulez, de résister à ça. Et les journalistes qui refusent, si vous voulez, de traiter de ces questions ouvertement, en respectant tout simplement les fondamentaux de la République, ne sont pas dans leur rôle quand ils ne le font pas en France. Mais on peut croire que peut-être qu'ils ont peur, non? Oui, mais c'est pas une raison. On n'exerce pas ce métier quand on a peur. D'ailleurs, je lisais par-ci par-là les réactions de Charlie Hebdo. Si on a peur, ils ont gagné. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Donc, si on a peur quand on fait ce journalisme, le journalisme, en disant ces vérités-là, il faut changer de métier. Charlie Hebdo réagit très bien, puisqu'il se réinstalle là dans d'autres locaux, momentanément à ceux de Libération, pour évidemment que paraisse ce numéro qui est rebaptisé cette semaine Charia Hebdo. D'ailleurs, il vous a fait rire, le dessin? Écoutez, alors, je vais vous dire la vérité, puisqu'on se dit la vérité. Oui. Moi, ça ne me fait pas franchement rire. Celui qui avait fait Cabu, qui était absolument extraordinaire, c'est dur d'être aimé par des cons, je trouvais ça absolument formidable, ça ne me fait pas franchement rire. Mais enfin, n'exagérons rien. C'est jamais que, voilà, peut-être, voilà, une façon de traiter une religion comme le lendemain ou la semaine suivante, Charlie Hebdo traitera une autre religion. Ça a été toujours comme ça depuis très longtemps en France. Donc, je trouve, si vous voulez, que d'empêcher ce droit au rire, ce droit à l'humour, ce droit à la critique, c'est vraiment contradictoire avec la liberté d'expression même. Dernière question, ça peut faire l'objet d'un nouveau film, un nouveau documentaire, cette suite, cette régression que vous qualifiez depuis tout à l'heure? J'espère que d'autres le feront. Moi j'ai fait celui-là, mais bon, j'espère que d'autres le feront, pas moi. Merci beaucoup Daniel Lecomte d'avoir été notre invité. Merci à vous. Ce soir, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat, tout de suite votre émission Déshabillons-les, présentée par Hélène Risser, qui revient sur le succès des primaires avec François Hollande. Très belle soirée à vous et à demain.